Bonsoir et bienvenue dans Malard en liberté sur i24 News. Tout de suite avant de démarrer, le portrait de mon invité, Igor Levits, le président de la République balte de Lettonie, portrait par Jean-Paul Giroir. Il n'appartient à aucun parti politique. Pourtant, il y a 2 ans, Egil Levits a été largement élu président de la République par le Parlement letton. On l'appelait déjà Monsieur le Président avant, mais c'était dans ses fonctions de magistrat. Ce juriste international a fait l'essentiel de sa carrière dans les grandes cours européennes de justice. Mais ces postes prestigieux n'expliquent pas à eux seuls sa popularité et son élection. Son parcours politique et son histoire familiale reflètent le destin de la Lettonie. Egil Levits est le fils d'un ingénieur juif letton et d'une poétesse de langue allemande. L'invasion soviétique de 1940 puis l'occupation nazie en 1941 les forcent tous les deux à s'exiler. Cet éloignement leur sauve probablement la vie. En Lettonie, la Shoah par balle a été pratiquée dans sa barbarie la plus absolue. La communauté juive de Lettonie comptait 95 000 personnes en 1935. Ils ne sont plus que 200 en 1944, lorsque l'armée rouge chasse les nazis et réoccupe le pays. Quelques milliers d'exilés parviendront à se rapatrier. Parmi eux, les parents d'Egil Levits. Opposés à l'annexion de la Lettonie, ils sont identifiés comme ennemis du socialisme et finalement expulsés en 1972. La famille s'installe en Allemagne. Le jeune Egil y étudie les sciences politiques et le droit sans perdre de vue la destinée de son pays. À la fin des années 80, la perestroïka dessert l'étau dans les pays baltes. Egil retourne alors au pays et entre en dissidence. Il s'engage dans le camp des partisans de l'indépendance. Elle est proclamée le 4 mai 1990. Le brillant juriste devient alors l'un des auteurs de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, Egil Levits représente son pays sur la scène internationale à un moment où les provocations du Bélarus et les pressions de Vladimir Poutine déstabilisent à nouveau la région. Point to Russia's open disrespect for the principles of international law. Le président Levits affirme avec constance les fondamentaux de la Lettonie. Attachement et loyauté à l'Union européenne et à l'OTAN. Défiance et fermeté face aux ambitions russes. L'ancien dissident poursuit le plaidoyer qu'il a articulé toute sa vie. Petit pays ou superpuissance, partout, la démocratie est un trésor à protéger et parfois à défendre. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, nous allons passer à la première question. Monsieur le Président, l'ordre mondial issu de 1945 sous domination américaine est devenu, on le voit bien, obsolète. Comment percevez-vous le nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux? Je vois qu'il y a un problème alors que la Russie veut revenir au temps précédent de l'Empire soviétique. Mais le monde démocratique est toujours en faveur de ce nouvel ordre international et j'en suis en faveur aussi parce qu'un tel ordre international garantit la paix du monde. La Lettonie est membre d'une Europe à 27 qui est divisée pour faire face aux défis à venir, en particulier à celui d'une Russie agressive. N'est-il pas urgent de créer, selon vous, une Europe de la défense? Oui, mais il faut d'abord voir ce qui a divisé l'Europe. Je pense qu'avec l'importance croissante de l'Union européenne dans le monde cette dernière décennie, l'Europe est devenue plus unifiée que jamais. Bien sûr, nous discutons en l'Union européenne et l'OTAN de divers sujets, mais notre ordre est basé sur des valeurs communes, sur une communauté de valeurs et nous avons les mêmes objectifs. Et ce dont nous débattons, ce sont les moyens d'atteindre ces objectifs parce que nous commençons sur la base des mêmes valeurs pour tous les États membres de l'Union européenne. Je dirais donc que l'Europe est unie, les États membres européens débattent des moyens d'arriver aux objectifs, mais de manière générale, je vois la tendance à une Europe plus puissante et plus unifiée.
Monsieur le Président, la Lettonie, votre pays, a quitté l'orbite soviétique et a adhéré à l'OTAN il y a 18 ans, en 2004. Est-ce que vous vous êtes senti menacé par Vladimir Poutine depuis toute cette période? Depuis 2004, nous sommes membres tant de l'OTAN que de l'Union européenne. Et nous nous sentons bien davantage en sécurité avec l'OTAN et l'Union européenne, bien plus qu'auparavant. Bien sûr, je dis que la Russie n'est pas d'accord, je le sais, avec ce développement-là. Et ils essaient, par leur comportement agressif, de changer l'état des choses. Mais nous sommes très fermes dans notre défense de nos valeurs et de notre ordre démocratique. Monsieur le Président, en 1940, les troupes de Staline ont envahi la Lettonie, votre pays. 82 ans plus tard, craignez-vous que Vladimir Poutine et les troupes russes envahissent votre pays? Est-ce la raison pour laquelle les 3 républiques baltes ont décidé de renforcer leurs armées avec des missiles Stinger américains et l'envoi par les États-Unis de 8500 soldats dans les 3 républiques baltes et dans le reste de l'Europe de l'Est? L'article 5 des traités de l'OTAN stipule que une agression contre l'un des États membres de l'OTAN signifie automatiquement une agression contre les 30 membres de l'OTAN. Donc l'OTAN est basée sur une solidarité mutuelle. Ça, c'est l'article 5. Et puis il y a aussi l'article 3 du traité de l'OTAN stipulant que chaque État membre de l'OTAN doit être prêt à se défendre. Et bien sûr, nous voyons que l'environnement international n'est pas très propice. Et donc, nous nous préparons aussi à notre propre défense. Et je tiens à dire que l'autodéfense de chaque État membre, plus la solidarité de tous les États membres, voilà donc la base de la sécurité de tous les États membres de l'OTAN. Voilà, ça c'est notre part à la sécurité. Nous devons aussi renforcer nos capacités de défense. Monsieur le Président, est-ce qu'on va vers un deuxième Yalta? Comment expliquez-vous cette décision de Vladimir Poutine de revenir 30 ans en arrière au temps de l'Empire soviétique? Yes, I agree with you. Oui, je suis d'accord avec vous. En effet, c'est une obsession certaine, mais de manière historique. Je vois que c'est toujours un problème pour les grands empires de quitter leurs colonies. On peut voir que dans les années 60, le Royaume-Uni, la France ont vécu ça aussi sur une période très très courte de colonies. Et on sait que les colonies et les empires c'est l'avenir du 19e siècle, mais cela ne correspond plus du tout au 20e ni au 21e siècle. Bien entendu, dans des régimes autoritaires comme ceux de la Russie, c'est possible pour le régime d'utiliser ce sentiment des colonies perdues, des territoires perdus, de l'empire disparu pour des raisons internes afin de renforcer ce régime de l'intérieur. Et c'est exactement ce que le régime de Poutine fait en Russie actuellement. Ils essaient aussi de faire revivre l'histoire et de montrer que l'Empire soviétique a été perdu, non pas à cause de ses échecs systémiques, mais à cause, et non pas à cause de la politique de Gorbatchev, mais on peut voir en fait, c'est pas une comparaison très juste, mais quand même, en fait, après la Première Guerre mondiale, beaucoup de soldats allemands ont pensé qu'ils n'avaient pas perdu la guerre, mais qu'ils avaient été trahis. Et c'est exactement ce sentiment qui a été exploité par les nationaux-socialistes, les nazis, 50 ans plus tard, afin de venir au pouvoir. Et je crois que c'est quelque chose de très dangereux. C'est une légende urbaine, en fait, si vous voulez, mais qui est très, très subversive et dangereuse. Et ce que nous voyons en Russie. Et c'est exactement ce type de légende que la Russie veut promouvoir d'empire perdu. As a lost empire. Pour expliquer son attitude agressive, diriez-vous que Vladimir Poutine n'a jamais accepté
la chute du mur de Berlin en 1989, qui a été le prélude à la chute de l'Empire soviétique en 1991, ce qui expliquerait sa volonté de le ressusciter. Yeah, of course. Oui, bien sûr. La chute du mur de Berlin en automne 89, et puis juste avant cela, ce qui s'est passé dans les pays baltes en août 89, quand il y a eu une chaîne entre l'Estonie, Tallinn, en passant par la Lituanie, et donc ça a été le début de l'effondrement de l'Union soviétique, cette chaîne humaine. Et donc, cette idéologie de la Russie d'aujourd'hui, c'est en fait l'échec de l'Union soviétique, et c'est pour des raisons internes que la Russie essaie de légitimer son comportement agressif et de le légitimer. Et je pense qu'ils n'ont pas accepté le changement de 89 qui s'est passé dans le monde, 89-90, parce que ça n'a pas été un échec de l'Empire qui a été un problème à leurs yeux, mais la liberté, la volonté de liberté des nations captives de la partie orientale de l'Europe sous le régime soviétique. Et ça, c'est la raison de l'effondrement de l'Union soviétique. Et bien sûr, nous sommes démocrates et nous ne pouvons pas dire que ça a été un échec. Ça a été en fait la manière de retrouver l'indépendance et d'établir un système démocratique et libre. Democratic, free system. Pour vous, Monsieur le Président, Joe Biden est-il suffisamment fort pour défendre les intérêts stratégiques de l'Europe en dépit de ses multiples gaffes politiques? Je pense que l'OTAN est un système une alliance, l'alliance militaire et de défense la plus extraordinaire de l'histoire. Et bien sûr, sous la direction du leader de l'OTAN, les États-Unis. Les États-Unis agissent en accord avec tous les États membres de l'OTAN, et les discussions entre les États-Unis et la Russie sont des discussions dans la transparence. Et le président Biden m'a dit, et aux autres présidents des États membres de l'OTAN, qu'il nous informait de tous les détails de ces discussions. Et le principe, rien à votre propos sans vous. Et donc nous sommes en faveur de ces discussions bilatérales au niveau international, mais aussi l'OTAN a posé des demandes à la Russie, et il peut y avoir certains points que l'on peut discuter, comme par exemple certains domaines ou certaines mesures de construction de confiance entre l'OTAN et la Russie, mais de manière générale, je dirais que chaque nation est libre de choisir ses alliés et de choisir son ordre interne. Et nous avons choisi la démocratie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Monsieur le Président, l'Europe peut-elle encore trouver un modus vivendi avec Vladimir Poutine, ou est-ce trop tard, en dépit du supposé dialogue en cours, comme on a pu le voir lors du récent face-à-face entre Macron et Poutine? Le dialogue est toujours bon et nous sommes ouverts au dialogue. L'OTAN est ouvert au dialogue, ainsi que tous les États membres, et la Lettonie est aussi ouverte au dialogue. Mais nous devons défendre notre indépendance, notre souveraineté et notre démocratie. Et c'est notre principe, c'est la base de nos valeurs, et nous ne menaçons personne. Nous ne menaçons pas la Russie, nous défendons uniquement notre liberté. Et je tiens à nous rappeler que la Russie pris une partie des territoires de la Géorgie et la Crimée et le Donbass en Ukraine en 2014, et maintenant il menace à nouveau l'Ukraine. Ce n'est pas que l'Ukraine a pris des territoires à la Russie, mais c'est la Russie qui a envahi, qui a annexé une partie du territoire ukrainien. Ça, c'est un fait. Et donc, nous ne pouvons pas accepter cela parce que
nous sommes engagés à respecter le droit international qui est la base de la paix dans le monde. For the peace in the world. Sommes-nous sûrs que l'Ukraine est un problème dans la mesure où les États-Unis n'ont aucunement l'intention de l'intégrer à l'OTAN? Pourquoi, bigre, j'ai envie de dire, Vladimir Poutine en fait-il toute une affaire? We are supporting. Ils soutiennent l'Ukraine aussi avec de l'équipement militaire et aussi financièrement et économiquement, avec des moyens économiques. Nous donnons tout notre soutien possible à l'Ukraine pour renforcer leur capacité de défense en Ukraine. Voilà la politique de l'OTAN aujourd'hui. Et la Lettonie, qui est État membre de l'OTAN, fait preuve de solidarité avec l'Ukraine. Nous avons aussi envoyé des équipements militaires en Ukraine avec l'Estonie, la Lituanie, avec le Royaume-Uni bien sûr, avec les États-Unis. Donc, ainsi, nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous rejetons toute agression, quelle qu'elle soit, contre un État souverain et indépendant. State. Selon vous, Monsieur le Président, qu'est-ce qui pourrait amener Vladimir Poutine à changer d'avis? A-t-il peur des sanctions? Putin is. Poutine est, je pense, une personne rationnelle. Et si il voit que la réaction de l'Occident uni, des États membres de l'OTAN unis avec l'Union européenne, est une réaction ferme et forte, alors il risque de faire la réflexion du coût et des avantages. Et si les coûts à payer par la Russie étaient trop élevés, alors, étant une personne rationnelle, il risque de se dire « bon, ce n'est pas un risque à courir en agressant l'Ukraine ». Et donc, pour la paix en Europe, c'est décisif, il faut qu'il y ait une réponse unifiée de l'OTAN et des États membres européens. Cela signifie donc, d'abord et avant tout, des sanctions économiques qui doivent être lourdes. Et maintenant, on en discute. Il y a plusieurs possibilités qui sont sur table actuellement et qui sont en débat. Aucune possibilité n'est exclue et donc notre réponse sera ferme et forte. Answer will be firm and strong. Monsieur le Président, l'Iran est sur le point de se doter de la bombe nucléaire. Est-il selon vous une menace pour Israël ou la bombe nucléaire est-elle l'assurance vie de la République islamique iranienne? We are supporting. Nous sommes en faveur et nous nous basons sur les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous sommes opposés à la prolifération, que ce soit pour l'Iran ou d'autres pays, d'armes nucléaires parce que c'est un danger très grave et une menace pour la paix mondiale. Redoutez-vous la montée de l'islam radical en Europe? D'abord et avant tout, je dirais que ce n'est pas un problème en Lettonie parce que nous n'avons pas de minorité islamique en principe, donc ça n'est pas un problème pour la Lettonie. Mais bien entendu, c'est un danger pour l'Europe dans son ensemble. Beaucoup de pays européens avec des secondes et troisième générations de jeunes gens descendants d'immigrants de pays islamiques qui sont en train de se radicaliser en ligne ou autrement d'ailleurs. Et l'ordre démocratique doit avoir un système d'autodéfense. Nous ne pouvons pas tolérer les positions radicales ou violentes dans les pays démocratiques. Et nous voyons qu'il y a une menace de terrorisme, mais politiquement, nous sommes là aussi en faveur de la politique pour diminuer ces phénomènes. Comment percevez-vous la poussée de l'antisémitisme en Europe de l'Est et dans le reste du monde d'ailleurs? N'est-ce pas un réel danger?
De manière générale, je dirais que c'est un problème ancien, un vieux problème, et nous devons faire tout ce qui est possible pour combattre l'antisémitisme. Moi, personnellement, j'ai participé à Malmö en novembre dernier à la conférence sur l'antisémitisme pour combattre l'antisémitisme, et j'ai dit aussi que toute expression d'antisémitisme ne peut être tolérée. Et bien sûr, il y a le problème des réseaux sociaux qui permettent de manière beaucoup plus facile de disséminer des discours de haine, y compris l'antisémitisme. Et notre position est que ces nouvelles situations dues aux avancées technologiques de disséminer ces discours de haine, et il faut les combattre, et nous sommes en faveur de la réglementation afin de réglementer les plateformes des réseaux sociaux pour combattre les discours haineux, y compris bien sûr l'antisémitisme. Monsieur le Président, quelle est votre perception de ce conflit sans fin qu'est le conflit israélo-palestinien? Êtes-vous pour une solution à deux États comme la France et la plupart des pays européens? Notre approche est de dire que nous considérons que ce n'est que par les négociations et la construction de confiance entre les deux parties que l'on peut arriver à une solution des problèmes. Bien sûr, je pense qu'une solution prendra du temps à trouver, mais des mesures de construction de confiance mutuelle rendront les choses possibles rapidement. Et je pense que sur le long terme, ça amènera des développements positifs. La Lettonie a pour position l'alignement avec l'Union européenne, à savoir la solution à deux États qui devrait être, ou qui semble être la solution la plus efficace du problème. Mais bien sûr, je vois qu'il y a beaucoup de détails qui devraient être résolus en vue d'arriver à cela. Et bien entendu, surtout, la construction des États, de la confiance entre les États. La triple alliance Chine, Russie, Iran est-elle pour vous un danger pour le camp occidental? Ce qui est décisif, c'est de savoir comment cette alliance se comporte dans le monde. En fait, nous contrôlons et étudions la situation en Europe et à l'OTAN, et ainsi nous pouvons voir qu'il y a certains signes de régimes autoritaires qui se rapprochent l'un de l'autre, et il y a ainsi une division croissante entre les pays démocratiques d'un côté et les régimes autoritaires de l'autre. Et l'alliance que vous avez mentionnée est un signe certain de ce développement-là. Quand on voit, Monsieur le Président, les développements en cours au Moyen-Orient, en Europe, pensez-vous que nous soyons à la veille d'un troisième conflit mondial? Objectivement, je dirais que le danger maintenant est plus grand qu'il ne l'était ces 30 dernières années. Mais je fais confiance à la raison des populations et des gouvernements. Ainsi, je pense que personne ne veut une troisième guerre mondiale qui détruirait la planète. Et il n'y aurait pas de vainqueur. Donc je crois que s'il y a un danger, certes, je ne crois pas quand même que cela se réalise. Quel message souhaiteriez-vous adresser, Monsieur le Président, à Vladimir Poutine, à l'Europe et aussi à Joe Biden? Three messages. First to President Putin. Alors, 3 messages. Premièrement, au président Poutine, je dirais au président Poutine que l'ordre basé sur le droit international est de l'intérêt de tous les pays du monde, y compris la Lettonie, y compris la Russie, et il faudrait qu'il se concentre sur les problèmes internes pour développer la prospérité dans nos pays et pour
se rapprocher par la collaboration entre voisins. Ça, c'est mon message au président Poutine. Mon message à l'Europe est que l'Europe devrait jouer un rôle davantage actif dans le monde. Parce que, encore, l'Europe est quand même l'économie et l'acteur économique le plus important au monde, ou disons un des acteurs économiques les plus puissants au monde. Et il faudrait utiliser notre poids économique pour promouvoir la paix et pour promouvoir cela pour les solutions des problèmes mondiaux comme le changement climatique. Nous sommes les champions de cela et nous devrions le faire pour promouvoir cet objectif. Et mon message au président Biden serait, d'abord, je tiens à le remercier et remercier les États-Unis et l'administration du président Biden pour leur soutien de la sécurité européenne. Donc ce lien transatlantique est essentiel pour la sécurité en Europe. Et je voudrais aussi remercier le président Biden pour la promotion d'alliances et de conscience que toutes les démocraties du monde doivent œuvrer ensemble pour défendre et développer nos systèmes. belongs together in order to defend and to develop our system. Merci, Monsieur le Président, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions dans Malheur en Liberté sur i24 News. Yeah, thank you very much. Oui, merci beaucoup. Et beaucoup de salutations à tous d'ici. Yeah. Nous avons beaucoup apprécié votre franc-parler et on se dit très vite pour nos téléspectateurs. À très vite sur i24 News dans Malheur en Liberté. Et merci encore pour votre attention.